Bonjour, si vous aimez la France et sa gastronomie comme moi, eh bien je vous invite à me suivre pour une série d'émissions qui s'appelle Des plats et des hommes. Nous allons sillonner la France à la rencontre de ces personnages célèbres qui ont fait notre beau pays et nous nous intéresserons à leur goût culinaire. De Charlemagne à Charles de Gaulle, en passant par Victor Hugo, Coco Chanel ou tout simplement Georges Clemenceau qui a vécu dans cette maison, nous allons savoir s'ils aimaient manger, étaient-ils de fins gourmets, préparaient-ils eux-mêmes leurs plats comme Georges Sand ou Louis XV? Eh bien nous allons découvrir ensemble. Pour le savoir, eh bien nous irons dans les lieux où ont vécu ou séjourné ces personnages célèbres et je vous donnerai la recette de leur plat préféré et nous la confectionnerons ensemble. C'est ici, au château de Fontainebleau, que Napoléon a fait ses adieux pour son exil. Eh bien nous irons dans les cuisines du château et nous confectionnons le poulet Marengo. Vous connaissez cette recette, le poulet Marengo? C'est grâce à Napoléon. Grâce à quoi? Grâce à sa victoire à Marengo en Italie, tout simplement. Louis XIV adorait manger les petits pois, mais ce n'était pas son plat préféré. Eh bien c'est ici, dans les cuisines du château, que nous verrons ce qu'adorait manger Louis XIV, le gigot de mouton à la royale. Nous sommes dans le restaurant du Grand Véfour, place du Palais Royal à Paris. Et c'est ici, à cette même place qui porte son nom, que Victor Hugo venait presque tous les jours commander son plat préféré. Eh bien, lors d'une prochaine émission, je vous donnerai la recette du plat préféré de Victor Hugo et nous la cuisinerons ensemble. Nous sillonnerons ainsi la France, nous irons de ville en ville, de maison en maison, de château en château. Et je vous dirai les anecdotes et les origines de ces plats qui font la fierté de notre pays. Mais tout de suite, nous allons aller à la rencontre des deux sœurs les plus célèbres de France, Stéphanie et Caroline. Stéphanie et Caroline, vous les connaissez? Ça ne vous dit rien? Ah non, 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 je ne veux pas parler du Rocher de Monaco, non, Stéphanie et Caroline. Je suis sûr que vous connaissez parfaitement leur tarte. Allez, suivez-moi. Allez Titine, en route pour la tarte tatin. Caroline et Stéphanie Tatin sont deux sœurs demoiselles qui sont devenues célèbres grâce à la tarte qui porte leur nom. La célébrité de ce dessert pourtant si simple a dépassé les frontières. C'est grâce à Kurnonski, gastronome humoriste et critique culinaire, qui en 1926 lui a donné son passeport gastronomique en écrivant la recette sur un de ses livres. C'est à Paris, dans le restaurant Maxim's, qu'elle fut servie pour la première fois. Louis Vaudable, alors propriétaire du restaurant, est venu un jour à la Motte Beuvron pour un dîner de chasse et a goûté la fameuse tarte. Il l'a trouvée si délicieuse qu'il a été le premier à l'inscrire à sa carte. Aujourd'hui, la tarte tatin est inscrite au panthéon des plats célèbres, comme les quenelles de Lyon, la choucroute d'Alsace ou encore la bouillabaisse de Marseille. Et c'est avec un immense plaisir que nous allons découvrir et visiter l'endroit où elle est née. Voilà, nous arrivons. Ça y est, nous sommes en Sologne à la Motte Beuvron. Et c'est ici, dans ce superbe bâtiment, juste en face de la gare, que la fameuse tarte tatin a vu le jour pour la première fois. Allez, je vous invite à me suivre. Bonjour. Bonjour. Monsieur Martial Caillet, comment allez-vous? Très bien, très bien. Très bien. Merci infiniment de nous accueillir dans ce superbe endroit qui est chargé d'histoire, qui est une légende fabuleuse. On va en parler un petit peu plus tard. Très bien. Je voudrais déjà vous poser une question. Vous êtes partie de la famille des sœurs Tatin? Non, 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 il n'y a pas eu de descendance. C'était deux sœurs. Deux demoiselles. Deux demoiselles et avec un enfant mais qui était mort-né pratiquement, donc il n'y a pas eu de descendance. D'accord. Donc c'est vous qui êtes chargé de faire vivre cet endroit fabuleux. Super, magnifique. Oui. Alors ce que je voudrais vous demander aussi, vous allez nous faire une petite visite, hein, tout ça. Il y a une superbe photo, j'aimerais vraiment savoir ce que c'est parce qu'elle est authentique, d'époque, et j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Elle est d'époque, c'est donc les demoiselles Tatin, vous les avez assises là devant la porte d'entrée qui est toujours identique, hein, elle n'a pas changé de place. C'est super. Elle n'a pas été refaite. C'est génial. Vous nous faites visiter? Avec plaisir. Allez, je vous suis. Alors là, Martial, nous sommes dans l'ancienne cuisine. Voilà, tout à fait. C'était plus ou moins un passage obligé par les clients chasseurs qui venaient au restaurant. D'accord. On appelait ça un potager, c'est la pièce historique des demoiselles Tatin. Et donc ici, on travaillait qu'avec des braises de cheminée, on faisait bouillir des marmites pour donner une odeur, donner de l'appétit aux clients. Mais la vraie cuisine n'était pas là. Mais ici, il y avait le tourne-broche et on servait des braises de cheminée qui est juste à côté pour remplir les foyers. Les photos,
sont magnifiques, magnifiquement Les superbes. photos, on voit que par rapport à l'époque, l'établissement n'a pas vraiment changé. Alors il y a eu un terminus, puisque l'arrivée de la voie ferrée à l'époque de Napoléon III s'arrêtait donc à la Motte Beuvron. C'est pour ça qu'il s'est appelé Hôtel Tatin Terminus. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était un relais de diligence. Donc on voit bien sur certaines photos, oui. il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Bien sûr. Et par la suite, ça a évolué. Mais le bâtiment lui-même n'a pas beaucoup changé. Très bien. Alors en tant que relais diligence, il y avait des chevaux, il y avait des cochers. Est-ce qu'il y avait un endroit pour les loger, pour les nourrir? Oui, oui, tout à fait. Sur la longère qu'on a sur le côté de l'hôtel, il y avait donc les écuries pour tous les chevaux. Et par derrière, il y avait les cochers qui habitaient... bon, depuis, ça a été écrasé. Mais avant, les cochers dormaient tout au bout de la grande salle. Enfin, ce que j'appelle moi la grande salle aujourd'hui. Mais c'était donc les écuries. Donc c'est l'hôtel-restaurant de l'époque. Je vois qu'il y a une superbe cheminée, on peut en parler? Oui, bien sûr. Ok, eh ben écoutez, on y va alors. Alors Martial, on a vu le potager pour les bouillons, Oui. Il y a aussi la cheminée pour les rôtis, donc elle a beaucoup de choses à nous raconter. Oui, bien sûr. Non seulement elle fournissait des braises pour le potager, et en plus de ça, on a une structure de jambage qui est différente l'une de l'autre. Donc on suppose qu'il devait y avoir un tourne-broche, choses comme ça, qui servaient également à cuire et à faire de la cuisine. Bah oui, parce que la Sologne, c'est un pays de chasse, c'est un pays de gibier. Oui, oui. Donc j'imagine qu'il devait y avoir... Les sœurs Tatin ne faisaient pas que la tarte tatin. Ah ben bien sûr que non. Bien sûr Avec que non. les dizaines de chasseurs qui venaient là, c'était certainement pour manger aussi du lapin, on mangeait du chevreuil, on mangeait un petit peu de tout Bien dans la sûr. région. Martial, à côté, Oui. c'est la salle où tout s'est passé. On y va? Oui. Allez, Avec on y plaisir. va. Merci. Je vous laisse passer devant. Eh ben oui, Martial, je suis désolé. Je suis désolé parce que moi, ça me laisse complètement rêveur. C'est dans ma nature, c'est comme ça. Je peux pas m'empêcher de me dire, il y a 100 ans de ça, il y avait quand même des chasseurs qui étaient là, ça riait, ça piaillait, ça chahutait, ça buvait. Et un jour, il y en a un qui a dit, waouh, c'est quoi ça? Et tout a démarré comme ça. Oui, tout Ici. a démarré par là, par l'odeur de la tarte tatin, le caramel, les pommes, toutes ces choses-là. Et ça a commencé ici, oui. Eh ben, ils avaient du goût, les bougres. Alors, je vois cette magnifique tapisserie. On va en parler. C'est une tapisserie qui date de l'époque des Sœurs Tatin. Oui, certainement, oui, oui. Une des premières tapisseries mécaniques qui représente une scène de chasse à courre tout autour de la toile. Et on suppose qu'on avait en bas le Beuvron et la Motte et le petit château qui est en haut. Mais bien sûr, c'est plus en vraiment superbe état. Oui. Mais on imagine bien quand même le pays de chasse. Tout est représenté là, ouais. sur la toile. Magnifique tapisserie du 19e, puisqu'on voit effectivement donc cette scène de chasse. Eh bien, vous savez quoi, Martial? Moi, je vous propose une chose. Je crois qu'il est temps de passer à la recette. Ah bah, tout D'accord? à fait, tout à fait. Alors, le temps pour moi de me changer, parce que je ne veux pas faire la cuisine comme ça. Je serai accompagné par un chef, bien évidemment. Et ensemble, je vous invite à me suivre à la cuisine, dans la cuisine, là où nous découvrirons la vraie recette de la tarte tatin. Eh bien ça y est, j'ai mis mon joli tablier blanc. Je me retrouve ici dans cette cuisine en compagnie de Quentin Lacoste qui est chef. Bonjour Quentin. Bonjour, oui, chef et plus particulièrement spécialisé sur la cuisine du Moyen-Âge. Ah, ça c'est une époque que j'admire particulièrement. Aujourd'hui on ne va pas parler de Moyen-Âge, on va parler de la tarte tatin. Moyen-Âge, ça sera peut-être pour une autre émission, on ne sait jamais. Donc cette tarte tatin, j'aimerais qu'on parle tout d'abord des ustensiles qui étaient utilisés à l'époque des Sœurs Tatin. Alors voilà, les ustensiles, même s'ils ont un peu changé, sont toujours les mêmes. Vous avez une balance, un petit récipient pour mettre de l'eau, également un saladier, un moule à manquer pour faire cuire sur le feu et puis après pour le mettre directement dans le four, une planche et un rouleau à pâtisserie. Quentin, super, pour faire cette tarte, il nous faut des ingrédients. Voilà, tout à fait. Alors tout d'abord, pour la pâte, en ingrédients, vous allez avoir 250 g de farine, la moitié en beurre, donc 125 g, environ 10 centilitres d'eau, un petit peu de sel juste pour redonner du goût à la pâte, et un jaune d'œuf. Pour le caramel, on va utiliser 200 g de sucre, 10 à 15 g de beurre, un tout petit peu de citron, et enfin, les pommes, bien évidemment pour la tarte tatin, soit des golden, soit des pommes rainettes. Alors, on va déjà mettre la farine en tas en forme de puits. Très bien, attendez, je vais peut-être dégager ça pour qu'on ait un petit peu plus de place pour mieux voir. Allez-y, je vous laisse faire. Moi, je vous regarde, j'apprends. Voilà, J'apprends pour tout la meilleure simplement. place. Alors, c'est la tarte tatin telle que la faisaient les Sœurs Tatin. On essaie de se rapprocher le plus près de la vérité et de la faire le mieux possible. On va mettre un petit peu d'eau et un jaune d'œuf. Allez-y. Donc je vais vous mettre à contribution pour peut-être me casser un œuf et récupérer le jaune. Oh, bah alors là, volontiers. Alors, allez-y. Hop là, vous allez voir.
Casser les œufs, c'est des vrais de vrais. Alors ceux-là, c'est vraiment des œufs qui viennent... Je le mets directement dedans. Directement au milieu. De poule Voilà. d'élevage. Le blanc, on fera petit 14 tout à l'heure. Et ça, je mets triplé. Alors délicatement, on va insérer et mélanger le jaune dans l'eau. Alors vous connaissez la légende? Oui, tout à fait. Caroline et Stéphanie, comment ça s'est passé? Ça s'est passé un dimanche où il y avait énormément de monde dans ce restaurant. Vous savez que c'était en Sologne, là où on est. Et il y avait beaucoup de monde, beaucoup de chasseurs. La chasse avait été particulièrement généreuse. Et les sœurs Tatin étaient un petit peu débordées. Et il y avait une des deux sœurs, là, on ne sait pas si c'est Caroline ou Stéphanie. On ne sait pas laquelle c'est. Mais en fait, une des deux était dans la cuisine en train de travailler et l'autre était en train de servir les clients. Et il y avait un chasseur qui était plus ou moins entreprenant, qui allait entre parenthèses, on va dire, la draguait plus ou moins, et la retenait. Et elle a dit, non, attendez, j'ai pas le temps, elle ne savait pas comment s'en dépêtrer, elle a dit, attendez, j'ai pas le temps, il faut vite que j'aille faire le dessert. Donc elle descend dans les cuisines, elle va dans les cuisines, et là, elle s'aperçoit qu'il n'y a rien de prêt, évidemment, puisqu'elle n'avait rien préparé avant. Donc elle a pris des pommes, elle a pris du beurre, elle a pris du sucre, elle a mis tout ça dans un poêlon, elle a fait vite revenir sur le feu, et elle a mis ça dans le four. Et au moment de partir, elle se dit, mince, j'ai complètement oublié la pâte. Elle a fait la pâte, vite fait, elle l'a prise, elle l'a mise dessus, elle a dit, bon, on verra ce qui va se passer. Donc là, ça a cuit. Combien de cuisson? 20 minutes à peu près, c'est ça? Voilà, 20 minutes, une demi-heure, suivant l'épaisseur. Très bien, donc elle ressort, elle retourne sa pâte, elle ne voulait pas la servir. Et sa sœur lui dit, écoute, on n'a plus le temps, vas-y, fais-le maintenant, on verra ce qui va se passer. Elle est quand même allée. Et là, les chasseurs ont dit, oulala, c'est quoi? Ils étaient un petit peu hésitants au début, ils n'osaient pas trop. Et puis finalement, il y en a un qui a goûté, qui a trouvé ça absolument sublime. Et elle a dit, je m'excuse, j'ai pas eu le temps. Et personne n'a voulu la croire. Si, je vous assure, j'ai pas eu le temps, j'ai fait ça comme ça. Oui, c'est ça. Et en fait, voilà, la légende est partie d'ici. Maintenant, on va prendre le beurre que l'on avait mis de côté, les 125 grammes de beurre. Allez-y. J'ai mis également un tout petit peu de sel. Alors pourquoi un tout petit peu de sel? Pour rehausser le goût de la pâte, en fait, la saveur de la pâte. Et pour trancher un petit peu sur le sucré que l'on va voir dans le caramel. Très bien. Quand vous dites un peu de sel, c'est une pincée. Voilà, une petite pincée suffira. Donc cette pâte, on va la laisser reposer. Bien filmer au frigo, reposer pendant qu'on s'attaquera à la préparation des pommes et du caramel. D'accord, très bien. Alors là, on va réaliser ce qui s'appelle fraiser. Donc pour ce type de pâte, il faut éviter de le faire beaucoup, mais c'est ce qui va permettre la dernière incorporation de farine. Oui. Donc avec le plat de la main, avec la paume de la main, on va écraser la pâte fortement, la remettre en boule et recommencer 2-3 fois l'opération. Bon bah ça y est Quentin, la pâte est prête. Voilà, tout à fait, elle est terminée, donc on va pouvoir l'enrouler dans un film et la mettre au froid. Alors pour rester un petit peu dans le thème, au lieu de la mettre dans un film, je pense qu'un petit linge humide avec une assiette suffira pour la mettre au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, on va s'attaquer aux pommes. On y va. Étape suivante. Alors l'étape suivante, comme on vient de dire, je vous laisse faire les pommes. Vous les coupez en 4 et vous retirez tout l'intérieur. Et je vais passer à la réalisation du caramel. On peut voir que notre caramel, notre sucre a quasiment disparu. Et ça nous donne un caramel qui est déjà d'une belle couleur ambrée. Donc, afin d'éviter que le caramel ne brûle, il ne faut pas hésiter à arrêter un petit peu avant qu'il ait complètement disparu. Donc pour stopper la cuisson, on va mettre un petit peu de citron que l'on avait gardé tout à l'heure à cet effet. Et nous allons ajouter les pommes que nous avons préparées tout à l'heure. Donc voilà, la pâte est prête, j'enlève le torchon humide que je vais ranger. Vous avez besoin de la planche? Ni la planche, et je vous redonne également la petite assiette. Et on va enlever aussi le petit plateau. Hop, là, on va tout mettre ici. Allez-y, pendant ce temps-là. Voilà. Ok, on va mettre ça là. Pendant ce temps-là, moi je vais regarder un petit peu. Alors, suivant sur la surface que vous allez utiliser, vous pouvez mettre de la farine directement sur le poste. Alors, le four est en train de préchauffer, les pommes ont fini de rissoler, la pâte est étalée, on passe au montage. Tout simplement. Alors, voici les fameuses pommes. On va retirer le rouleau qu'on entend encore grésiller. Et nous allons ressaupoudrer un petit peu par-dessus de sucre pour finir au four une caramélisation, une deuxième caramélisation. Ça sent bon, on va se régaler. Donc pensez toujours à couper un petit peu plus large
que la taille de votre moule. Pour qu'elle vienne bien recouvrir effectivement. Voilà, qu'elle recouvre bien, qu'on puisse légèrement la glisser à l'intérieur. Donc la pâte avait été élevée à peu près comme il faut. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre le moule avant, le mettre à l'envers et puis... Voilà, le couper directement avant. Autour. Ou si vous avez un deuxième moule de la même forme. Oui, oui. Ah oui, d'accord. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Je pensais que vous retourniez les pommes et après... Non, non, non. Pour la cuisson, juste comme ça. On va bien rouler la pâte comme ceci, ce qui va permettre également de garder une partie de l'humidité pendant la cuisson de la vapeur. Et on roule bien l'intérieur de la pâte entre le moule à manquer et les pommes. Le temps de cuisson? Oh bah écoutez, environ 20 minutes, une demi-heure, suivant l'épaisseur que vous avez choisie. Là, on a réalisé 2 épaisseurs de pommes et la pâte est quand même assez épaisse. Donc je pense 25 minutes facilement. Après, de toute façon, il faut le faire à l'œil. Ça y est, les 20 minutes sont passées, la tarte est sortie du four. Bah Quentin, je vous laisse la démouler. Eh bien, nous allons nous y mettre tout de suite. C'est très chaud, alors il faut mieux la démouler à chaud avant que le caramel, justement, ne reprenne sur la partie extérieure de la tarte. Et donc c'est tout ce qui fait la magie, c'est le caramel. Le caramel qui va prendre à l'extérieur. Ah, la bonne odeur de ce caramel magnifique. Voilà, je voudrais vous remercier Quentin pour ce magnifique dessert. Bah, écoutez, Je vais vous merci laisser, beaucoup. je sais que vous avez du travail. Pour ma part, eh bien, je vais rejoindre Martial qui m'attend dans la salle, dans ce superbe restaurant. Et puis, je vous dis bon appétit, je vous demande de me suivre, pardonnez-moi, juste le temps du récapitulatif des ingrédients. A tout de suite, on se retrouve là-haut. Pour réaliser la tarte tatin, il vous faut un moule à manquer, une balance, un rouleau à pâtisserie, un économe et un couteau. Pour la pâte, 250 g de farine, 125 g de beurre, une pincée de sel, un jaune d'œuf et un fond de verre d'eau. Pour la garniture, 200 g de sucre, 15 g de beurre, un citron et 8 belles pommes. Merci. Martial, je voudrais vous remercier aussi pour cet accueil si chaleureux. Je voudrais vous féliciter parce que vous faites partie de ces personnes qui entretiennent un patrimoine et dans la France, on est vraiment fiers. La tarte tatin, ça se mange avec Nature. rien, Nature, j'allais dire rien un du petit peu. tout. Ça suffit à soi-même, c'est relativement riche, il y a suffisamment de beurre, de sucre et de choses comme ça. On n'a pas besoin de rajouter quelque chose. Vous avez bien raison. Donc moi j'allais dire, viens, on va mettre un petit peu de glace, un petit peu de chantilly. C'est banni. Non. Alors Non, bon ça, appétit, c'est pas- merci et à très vite. En tout cas, moi je reviendrai. Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission des Plats et des Hommes. Et nous irons à Don Rémy, dans la maison natale de Jeanne d'Arc. Je vous donnerai la recette de la soupe à l'ancienne. Vous savez, cette recette que mangeaient Jeanne et ses compagnons d'armes sur les champs de bataille juste avant d'aller bouter les Anglais. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.